Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Philippe Collin. Bonsoir et merci à toutes et à tous d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous de votre venue à Dialogue ce soir. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes brestois d'origine. Absolument, je suis né à Brest même. Voilà, je crois que c'est à l'UBO que vous avez fait vos études d'histoire contemporaine. Vous êtes depuis devenu producteur et auteur pour la radio et la télévision. On a le plaisir de vous entendre sur les ondes de France Inter depuis de nombreuses années. Et en ce moment, tous les dimanches, dans l'œil du tigre, où vous nous parlez de sport. Et de sport, il va justement en être question ce soir. Votre deuxième bande dessinée, La patrie des frères Werner, écrite avec Sébastien Goethals, vient en effet de paraître aux éditions Futuropolis. Et le point d'orgue de son scénario, c'est un match de foot mythique entre la RFA et la RDA en 1974, en pleine guerre froide. Et c'était un événement qui était autant sportif qu'historique et politique, comme on va le découvrir. Et cet événement, vous nous le faites vivre à hauteur d'homme, à travers le destin de deux frères allemands, Konrad et Andreas Werner. Alors cette bande dessinée, ce n'est pas votre première incursion dans le 9e art, puisque vous avez publié en 2018 Le voyage de Marcel Grob, l'histoire d'un malgré nous, inspiré par votre grand-oncle. C'est une bande dessinée également réalisée avec Sébastien Goethals et qui a connu un immense succès. Et avec ces deux bandes dessinées, c'est l'histoire de l'Europe que vous nous contez. Alors avant tout, dans quelle mesure La patrie des frères Werner s'inscrit dans la lignée du voyage de Marcel Grob? Alors ça, c'est une excellente question pour commencer, parce qu'on a parlé un peu de football déjà, on a amorcé la discussion, mais le football est arrivé après dans le projet de ce livre. Il est venu se greffer comme un complément, parce que, en fait, dès le départ, je voulais créer un diptyque, donc avec deux volets, qui viennent raconter une jeunesse européenne face au flux de l'histoire. Donc j'avais évidemment la matrice de Marcel Grob qui me tiraillait et qui était importante pour moi à raconter. Mais en fait, pour tout dire, quand Sébastien Goethals a fini le dessin du voyage de Marcel Grob, c'était en mars 2018, et j'avais déjà une première version des frères Werner. Parce qu'en fait, j'avais l'idée de raconter à travers Marcel Grob une jeunesse française kidnappée par les nazis et broyé par la Seconde Guerre mondiale, mais je voulais aussi raconter ce que c'était d'avoir 10, 12, 15 ans en Allemagne en 1945 et d'être récupéré par, on va dire, une idéologie communiste, et des gamins façonnés par cette idéologie, qu'est-ce qu'ils pouvaient devenir et quel était leur destin et leur sort dans un pays en ruine en 1945. Et du coup, le football était vraiment, comment dire, en arrière-plan. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, je veux raconter ce qu'on appelle des enfants loups, le destin des enfants loups, donc ce qu'on appelle Volkskinder en allemand. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'en 1945, il y a 2 millions d'orphelins en Allemagne et qui vont être livrés à eux-mêmes. Et je me suis dit, tiens, je voudrais faire écho à Marcel Grob. Quand Marcel Grob quitte sa famille avec ses deux camarades, ils sont tous les trois, ils quittent leur famille pour la première fois, ils sont quasiment orphelins sur les routes. Et ils veulent retrouver leurs parents. C'est ce qui leur importe. Ils partent faire la guerre, malgré eux, et ce qui leur importe, c'est de rentrer chez eux, de retrouver leur famille. Et je me suis dit qu'en fait, avec les enfants loups, c'était autre chose, c'est que c'est des enfants qui n'ont plus de parents, qui sont évidemment orphelins, et qui ne vont pas retrouver leurs parents. Donc en fait, leur patrie, c'est leur fratrie. Ils sont tous les deux au départ, c'est ça. Et leur patrie, c'est à deux. Et qu'est-ce qu'on devient quand on est jeune enfant, qu'on n'est pas responsable de ce qui s'est passé? Quand on a 10, 12 ans en 1945, on n'est pas responsable du NSDAP, qui est le parti nazi, ou de l'accession d'Hitler au pouvoir. Mais on se retrouve face au flux de l'histoire en 1945. Et qu'est-ce qu'on devient? Donc ça, c'est le récit au départ, c'est l'amorce du récit. Et ensuite, je me suis dit qu'en effet, dans cette Europe fracturée, qui est donc incarnée par l'Allemagne, les deux Allemagnes, il y avait ce match qui, moi, me cause beaucoup et qui m'importe, qui est vraiment sans doute le match le plus politique de l'histoire du football. Et je me suis dit, je vais essayer de greffer les deux histoires. C'est-à-dire qu'à la fois, ces deux gamins, certains gamins de l'ex-Allemagne de l'Est sont devenus agents de la Stasi, donc récupérés par cette police politique de la ex-RDA. Et je me suis dit, en fait, je peux imaginer, parce que je savais que dans ce match de football, Erich Honecker, qui est donc le dirigeant de la RDA, avait fait infiltrer, on va y revenir sans doute, des espions dans les différentes équipes. Et je me suis dit, en fait, je peux peut-être, à travers le destin de ce match de football, perpétuer l'histoire de ces deux gamins. Et parce qu'en fait, ce qui m'importe, et on va y revenir, je pense, c'est la trahison. La trahison de l'autre
quand il est même. Et c'est au cœur du récit, c'est ça que je veux raconter. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autre quand il est même, donc un frère ou une sœur, hein, l'autre est même, il vous ressemble. Qu'est-ce qui se passe quand l'autre vous trahit? Voilà. C'est ça qui m'importe dans ce livre au final. Ce qui m'importe le plus, c'est ça. Et parce qu'il y a 2 frères et il y a 2 sœurs. Hein, il y a 2 Allemagnes. 2 Allemagnes, 2 frères, 2 sœurs. Voilà. Et en effet, cette question de la fraternité, elle est présente dès le début, tout au long. Enfin, c'est le fil de la bande dessinée. Et c'est aussi une différence avec Marcel Grob, où on n'a pas un héros, mais 2. Ça permet aussi, au niveau narratif, beaucoup de choses. Oui, ben d'ailleurs, alors, Grob est tout seul en affichage, mais ils sont 3. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, si vous regardez bien l'histoire de Grob, il a un jeune camarade qui s'appelle Antoine, qui est vraiment son plus proche camarade, pour ceux qui ont lu le livre et qui s'en souviennent. Et à un moment donné, Antoine pense que Marcel l'a trahi, puisque Marcel va être extrait du front pour devenir sapeur, parce qu'il a très bien joué au football. Déjà, dans ce premier roman graphique, il y avait le football. Et Antoine pense que son meilleur ami l'a trahi. Ce qui n'est pas vrai, Marcel n'a pas trahi Antoine. Mais déjà, ça m'intéressait, ça. Parce qu'en fait, vous savez, on peut dire que c'est un conte, La patrie des frères Werner. C'est un conte où 2 orphelins, donc 2 enfants, se retrouvent seuls face à leur destin et ils vont devoir affronter des embûches, des dangers. Ils vont croiser un ogre, qui est le colonel Grenao, qui est donc l'agent recruteur de la Stasi, qui va leur proposer un pacte. Ils vont accepter ce pacte. Bon. Alors on peut très bien imaginer que ce récit, ce serait Hansel et Gretel, où Hansel serait conduit à trahir Gretel. Dans un conte pour enfants, comme Hansel et Gretel, qui est un conte allemand de 1812, c'est les frères Grimm, on est inquiet pour les enfants. Ils sont tous les 2 perdus dans la forêt, donc un frère et une sœur, et ils doivent affronter des embûches, et ils tombent sur la maison de la sorcière, qui est cannibale, anthropophage, elle mange les enfants. Et puis, parce qu'ils sont unis tous les 2, hein, jamais on imagine pouvoir raconter ce conte-là où Hansel trahirait Gretel pour s'en sortir. Parce que c'est un conte. Et donc, pour les enfants, c'est difficile, mais pour les adultes, d'accepter que Hansel soit conduit à trahir Gretel. Donc, à la fin, ils s'en sortent parce qu'ils sont solidaires, complices, etc. Ça, c'est un conte. Dans le réel, parfois, l'autre qui est même, donc je reviens à ça, donc d'où l'intérêt d'avoir 2 personnages très forts et 2 frères, est conduit à trahir l'autre. Je ne vais pas révéler ce soir quelle est la raison de la trahison et ce que ça veut dire dans le récit, mais quand même, dans le réel, quand le flux de l'histoire s'empare de vos destins, il se peut que vous soyez conduit à trahir votre frère. Et s'il est même, c'est-à-dire que si l'autre est même, c'est-à-dire que s'il vous ressemble, vous pouvez commencer par comprendre pourquoi il vous a trahi, puisqu'il vous ressemble. Donc vous dites, en fait, je peux comprendre pourquoi il m'a trahi. Et puis, peut-être que ça fait peur de savoir qu'on peut être trahi par l'autre qui est même. Trahi par un frère, trahi par une sœur, trahi par des parents, trahi par un amoureux, une amoureuse. C'est inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que peut-être qu'on est soi-même capable de trahir. C'est-à-dire que c'est le débat entre ces 2 frères. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être trahi, et l'autre essaye de comprendre pourquoi son frère l'a trahi et est-ce qu'il aurait pu lui-même trahir. Ça, c'est l'histoire, c'est la réalité. C'est pas Hansel et Gretel. Et ce qui m'intéresse dans ce roman, c'est ça. C'est comment, tout d'un coup, quand l'histoire devient fracassante, quand elle devient tragique, ce qu'est l'histoire en général. Aujourd'hui, on a cru pendant très longtemps, à la chute du mur de Berlin, que c'était la fin de l'histoire. Ça y est, on est arrivé au bout de l'affaire. Hein. C'était réglé. On aurait un autre monde beaucoup plus mondialisé, globalisé. En fait, on s'aperçoit que depuis 20 ans, c'est le retour de l'histoire. Avec sa tragédie, il faut avoir la force morale d'affronter l'histoire. Les 2 frères ont une force morale d'essayer d'affronter l'histoire qui a été la guerre froide et la construction de l'Europe dans la douleur. Et c'est ça qui est au cœur du récit pour moi. Je vais donc répéter parce que ça m'importe, mais qu'est-ce que ça veut dire si on se projette on a tous des frères ou des sœurs. En majorité, les enfants uniques sont plutôt rares, on va dire, plutôt minoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'autre, qui est votre sœur ou votre frère, est conduit à vous trahir? Voilà, c'est pas Hansel et Gretel, c'est autre chose. Mais ça pose la question comme Marcel Grob posait la question. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Marcel Grob? Ici, la question est, est-ce que je suis capable, au fond de moi, de trahir mon frère ou ma sœur? Pour des raisons, encore une fois, qui peuvent être liées au contexte et à la vie. Bon.
Et bien ça, c'est des questions qui m'animent et qui nous laissent comprendre que quand l'histoire descend à hauteur des destins des uns et des autres, il faut affronter l'histoire. Voilà. Et ça, c'est difficile dans la vie. Voilà. Et justement, c'est ce que vous faites avec cette bande dessinée, en nous racontant cette histoire, comme vous le dites, à hauteur d'homme. On est au plus proche des deux frères, on est au plus proche de leur choix difficile entre l'idéologie et la fraternité. Et on le vit avec eux et on se pose la question avec eux de la réconciliation. Finalement, c'est aussi ça l'enjeu de cette bande dessinée, de placer le lecteur dans cette situation. Complètement, parce que si on accepte que l'autre est même, et il peut trahir, qu'on peut soi-même trahir, il peut naître une forme d'indulgence. Ça peut arriver qu'on soit indulgent, en disant c'est affreux, mais j'aurais pu trahir moi aussi. Donc il y a une indulgence qui peut apparaître, et donc poindre un pardon ou une forme de réconciliation. En fait, ce que je raconte là sur les deux frères, ça marche pour les deux sœurs, les deux Allemagnes. Et en fait, pour essayer d'être un peu plus précis, c'est que l'idée, c'est quand même donc ces deux frères qui grandissent ensemble dans les ruines de Berlin, qui sont juifs, orphelins, se retrouvent face à un dilemme. Et l'ogre, Gronau, va proposer un pacte à Konrad Werner, qui est le frère aîné, pour protéger leur patrie, leur fratrie, les deux petits frères, d'embrasser l'idéologie communiste, en devenant espions, enfin d'abord, on va dire, élèves dans une école qui existait à Leipzig, en ex-RDA, pour devenir agent de la Stasi. Mais pas un agent informateur, un véritable espion de la Stasi. Ils vont devenir officiers d'ailleurs dans leur cursus. Ce qui est important de préciser, c'est que en fait, ces deux gamins sont tirés de mon imagination, mais ils sont tous... Enfin, comment dire, ces deux personnages composites tirés du réel. C'est-à-dire qu'il y a un historien allemand qui s'appelle Christopher Spatz, qui a beaucoup travaillé sur les enfants loups. Il a étudié 30 000 dossiers. Et je me suis inspiré de tous les travaux de Christian. Et en fait, du coup, j'ai créé deux personnages qui sont effectivement imaginaires, mais chaque élément de leur personnalité ou de ce qu'ils traversent dans cette Allemagne des années 50-60 est tiré du réel, est issu du réel. Ça, c'était important pour moi parce que ça faisait aussi écho à Marcel Grob. D'être dans une forme de réalité aussi. C'est à la fois un conte, donc une sorte d'imaginaire, mais c'est aussi une réalité. Et en fait, donc, les deux frères qui ont dû vivre seuls, vous savez, ces enfants loups, ils sont donc 2 millions. Il n'y a pas d'orphelinat dans un premier temps, parce que le pays est complètement, évidemment, on a les images de l'Allemagne en ruine, c'est Allemagne année zéro, donc il n'y a vraiment plus rien. Et donc ils vont devoir apprendre à vivre tout seuls. C'est 2 millions d'enfants. Ça veut dire vivre seul pour se nourrir, pour s'héberger, pour se protéger. Donc c'est des squats, etc. Ce qu'on croise dans ce récit. Ils se débrouillent. Mais quand arrive une tuile, parfois on se raccroche à la main qu'on vous tend. Et là, c'est la main de l'ogre. Donc ce colonel Gronau qui va leur proposer un pacte d'être engagés dans la Stasi. Et là, c'est le début du doigt dans la machine. Voilà. Et donc ils vont devenir tous les deux grands espions de la Stasi. Là encore, je me suis inspiré des frères Wolf, qui sont notamment Marcus Wolf, qui est le grand espion dont on dit qu'il aurait inspiré le personnage de James Bond, qui est donc un espion est-allemand. Enfin, c'est plus qu'un espion, c'est vraiment l'ordonnateur des espions à l'étranger de la RDA, qui a un frère, qui est donc lui devenu un grand cinéaste est-allemand. Ils sont plus vieux que les frères Werner, parce qu'ils sont nés avant-guerre. Mais ces deux frères-là m'ont beaucoup inspiré également. Et donc est arrivée cette histoire du match de football. Parce que le match de football, il est incroyable, ce match. C'est qu'il va réunir en 90 minutes, sur un terrain de football, à Hambourg, en RFA, tous les enjeux de la guerre froide, avec un affrontement sportif de 11 hommes contre 11 hommes. Et personne ne voulait de ce match. Il faut savoir que quand le tirage au sort a lieu en janvier 1974, la Coupe du Monde a lieu en Allemagne en juillet 1974. Et le tirage au sort des groupes a lieu en janvier. C'est un petit garçon blond de Berlin, qui a 8 ans, qui va donc tirer au sort la répartition des équipes. Et puis, il y a les images existent, et c'est une grande salle de presse, un grand auditorium, il y a la presse mondiale qui est là, il y a beaucoup de gens, parce qu'on sait que potentiellement ce match peut arriver. Et le gamin va donc tirer les deux équipes
dans la même poule. Donc ils vont jouer les uns contre les autres. D'ailleurs, c'est marrant, c'est marrant. Quand ils tirent l'équipe RDA, il y a, dans la salle, il y a un effroi qui traverse la salle. Parce que tout le monde se dit, alors on va y aller. Et au départ, d'ailleurs, en RDA, on ne veut pas trop y aller. Quand ils apprennent que ce match va avoir lieu, donc Eric Honecker, pour bien comprendre les choses, c'est que en 1954, la RFA va gagner la Coupe du Monde en Suisse. Ça, c'est très important parce que c'est le retour de l'Allemagne dans le concert des nations. C'est-à-dire, tout d'un coup, avec cette victoire de Coupe du Monde, ils ont le droit de célébrer un peu leur pays. D'ailleurs, Helmut Kohl dira que c'est la première fois, quand il était enfant, qu'il a pu être fier d'être allemand. Hein. Mais d'ailleurs, c'est pour des raisons géopolitiques que aussi que le football s'est professionnalisé en Allemagne. Absolument. Il y a aussi, Absolument. Et donc, en 1954, la RFA gagne. Il se trouve que cette victoire a un gros impact sur la population de la RDA. Parce que eux, ils n'ont pas le droit de célébrer cette victoire. Ce n'est pas la même Allemagne. Or, la RDA s'aperçoit de la puissance du football sur sa population. Donc, ils décident de mettre en place un championnat, de monter des écoles de football pour développer un football qui n'existe pas. Et petit à petit, après 20 ans de travail et de labeur, ils vont obtenir une équipe compétitive qui va donc se qualifier pour la Coupe du Monde 74 en Allemagne. Ils ont, en 72, décroché une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, cette équipe de football. Donc elle est pas nulle, cette équipe de football, mais elle est beaucoup moins forte que la RFA. Donc quand Honecker découvre que ce match va avoir lieu sous les caméras du monde entier, que les deux Allemagnes vont devoir s'affronter à Hambourg, il prend peur, il se dit qu'en fait, ils vont se prendre une rouste, que ce sera un système contre l'autre, et que ça va totalement décrédibiliser le système de la RDA. Donc, il veut sortir de la Coupe du Monde. Et il dit, on va donc s'extraire de là. Par ailleurs, parlons de géopolitique, dans le groupe de la RDA, il y a le Chili. Or, le Chili est dirigé par le général Pinochet, donc d'extrême droite, et l'URSS a refusé de jouer un match de qualification contre le Chili pour ne pas affronter une équipe issue d'extrême droite. Donc, elle s'est auto-disqualifiée, l'URSS. Donc, il y a une pression sur la RDA également par, on va dire, solidarité internationaliste de ne pas participer à la Coupe du Monde, pour ne pas affronter également le Chili. Donc Honecker se dit, on va sortir de cette Coupe du Monde, c'est un piège, il y a le Chili, il y a la RFA, on n'y va pas. Or, on lui dit, très bien, vous avez le droit de sortir, mais c'est $1 milliard d'amende qu'il n'a pas. Et par ailleurs, vous allez être rayé des instances internationales. Vous ne pourrez plus concourir. Or, dans une guerre froide, il n'y a pas de front. Il y a des fronts tierces. On se bat au Vietnam, on se bat en Afrique. On se bat, on décolonise. Ça, c'est la guerre tierce. Mais il n'y a pas de front entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Or, le sport va devenir un des grands fronts de la guerre froide. Et Honecker a compris ça très vite. Il arrive au pouvoir en 71 et il va mettre en place un système qu'on connaît tous, même si on n'aime pas le sport. Les Allemands de l'Est ont été très très forts aux Jeux Olympiques, au football, etc., etc. Et il se dit, je ne peux pas me priver d'une Coupe du Monde. Et ensuite de ne plus pouvoir jouer avec mes équipes d'athlètes, de basketteurs, dans les compétitions internationales. Donc du coup, il décide d'y aller quand même. Or là, il appelle Erich Mielke, qui est donc le directeur de la Stasi, de la police politique est-allemande, et il lui dit, voyez, il faut qu'on puisse peser sur ce match, il faut qu'on puisse sécuriser ce match. Et ils vont mettre en place ce qu'on appelle l'Action Leader, qui est donc opération Cuir. Donc Cuir, c'est pour le ballon, c'est l'opération ballon en vérité, où ils vont décider d'infiltrer des espions dans l'équipe de la RDA et dans l'équipe de la RFA, pour essayer au maximum de contrôler le match. D'une part, que personne ne puisse fuir à l'ouest, chez eux, dans l'équipe de la RDA et dans les supporters, et autant qu'on peut, essayer de déstabiliser l'équipe d'en face, la RFA. Alors ça, on a du mal à le prouver. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment s'ils ont réussi leur coup. Mais il y a une chose qui est incroyable, c'est que le match a lieu le 22 juin 1974, et 4 jours avant ce match, sort dans la presse ouest-allemande une rumeur comme quoi les joueurs ouest-allemands sont en train de négocier en secret une prime de match avec la fédération
ouest-allemande de 100 000 Deutschmark s'ils deviennent champions du monde à l'issue de la compétition. Ça paraît anodin, or c'est crucial. Il faut savoir qu'en Allemagne, on ne joue pas pour de l'argent quand on porte le maillot national. On est patriote. Donc quand on porte le maillot de la Mannschaft, on joue gratuitement. On joue avec le cœur. Et tout d'un coup, que la presse révèle en Allemagne de l'Ouest que ces joueurs-là veulent 100 000 Deutschmark, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, l'argent n'a pas du tout gangréné le football comme aujourd'hui, pas du tout. Néanmoins, l'équipe hollandaise, qui est une équipe brillante, avec un leader qui s'appelle Johan Cruyff, qui, pour ceux qui aiment le football, était un immense joueur, à la fois une sorte de Beatles du football, c'est un homme du plaisir, en même temps un immense joueur. Lui a décrété qu'il y aurait 100 000 florins de primes pour tous les Hollandais s'ils gagnent la Coupe du Monde 74. Donc les Allemands de l'Ouest sont au courant de cette affaire, donc en secret vont négocier, certains d'entre eux en tout cas, cette même prime. Et la presse allemande révèle ça. Et ça paraît anodin, je répète, mais ça va briser l'équipe de la RFA. Parce qu'à l'intérieur de l'équipe, il va y avoir des fractions qui vont se créer, notamment entre Paul Breitner, qui est un grand joueur de football ouest-allemand, qui incarne une génération allemande. C'est-à-dire qu'il est antimilitariste, il est plutôt 68ard, on va dire, il est maoïste, il s'en vante, il est donc plutôt à l'extrême gauche, et il est aussi dans le plaisir, c'est un hédoniste. Il aime les femmes, les bagnoles, le pognon. Donc lui, il veut les 100 000 Deutschmark. Et en face, il y a Franz Beckenbauer, donc Der Kaiser, qui est donc l'incarnation d'une Allemagne conservatrice d'après-guerre, et qui, lui, veut l'argent, mais n'ose pas vraiment se l'avouer. Donc, il est obligé de dire qu'il ne veut pas l'argent. Et ça paraît encore une fois anodin, mais ça va vraiment créer une rupture dans l'équipe. Et on ne sait pas, aujourd'hui encore, qui a révélé à la presse cette négociation secrète. Il se trouve qu'il faut savoir qu'à la fin des fins, la RDA a gagné 1-0 contre la RFA. Et quand on regarde le match, comme j'ai pu le faire de nombreuses fois, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'équipe de Ouest-Allemande est cassée en deux. Sur le terrain, elle est cassée en deux. Et se joue dans ce match une chose extraordinaire parce qu'il y a deux coachs. En RFA, il y a Helmut Schön et en RDA, il y a Georg Büchner. Et ces deux hommes vont incarner les deux systèmes. Helmut Schön est un homme plutôt à droite, plutôt entrepreneur, plutôt libéral. Chez lui, il y a des vedettes et on attaque, on marque des buts. La vedette, c'est l'attaquant. Et il faut être vindicatif, il faut être fier. Georg Büchner, il est totalement d'autre chose. Pour lui, la vedette, c'est le défenseur. Et il va mettre au point une stratégie qui est de défendre la ligne de but comme on défend le bloc de l'Est. On défend la frontière. Et ce qui est fantastique, c'est que quand on regarde le match, ces deux hommes orchestres vont dupliquer la guerre froide sur le terrain. Et Büchner dit à ses joueurs, on va tenir la frontière, on tient la frontière du bloc de l'Est, donc on va tous jouer derrière. On joue tous derrière et on fait bloc. Et il dit à partir de la 75e minute, 3/4 du match, on tentera des incursions dans le bloc de l'Ouest. Bon. À la 77e minute, Jürgen Cruyff, qui est le gardien est-allemand, fait une relance sur un joueur, un latéral. Et là, il y a un jeune joueur qui a 26 ans. Il s'appelle Jürgen Sparwasser. Il faut imaginer que ce type, il l'a beaucoup raconté, il avait 6 ans en 1954, il est né en 1948. Donc lui, il a vu la RFA gagner, il était un petit garçon, il était en RDA, il n'a pas pu célébrer sa victoire, il n'était pas du bon côté du rideau de fer. Et là, il a 26 ans. Il se retrouve face à cette équipe de RFA. Personne ne le connaît en Europe. On connaît très peu les joueurs de l'Est. Personne ne le connaît au monde. C'est une Coupe du Monde, toutes les caméras du monde entier sont là. Il faut savoir que, je vais donc dire ça en préambule, Nixon regarde le match, Brejnev regarde le match, Erich Honecker regarde le match, les dirigeants européens regardent le match. On a un peu oublié ça aujourd'hui, mais ça fait la une des journaux du monde entier. Le New York Times fait sa une sur ce match. Et ce gamin, il a 26 ans. Et il reçoit une balle latérale
dans la surface de réparation ouest-allemande. Donc c'est une contre-attaque. Hein. La balle est très bien donnée, elle lui arrive sur la joue même. Et là, il a face à lui Franz Beckenbauer, Bertie Vogts et le gardien de but Sepp Maier. C'est les 3 meilleurs joueurs au monde à leur poste. Il a 26 ans, personne ne le connaît, Brejnev regarde le match. Et là, il fait une chose extraordinaire, c'est que, alors qu'il sait que tout ce qui pèse sur ses épaules, quand même, de ce match hautement symbolique, en Allemagne, l'Allemagne contre l'Allemagne, où ils n'ont pas le droit de se parler entre eux sur le terrain. C'est interdit de fraterniser. Il récupère la balle, et là, il va faire une feinte de frappe. Ça paraît rien comme ça de dire ça, mais il avance vers le but, et il sait que c'est le moment, c'est son moment. Et il n'a pas peur, et donc il fait une feinte de frappe. Ça veut dire qu'il va faire semblant de tirer au but. Ce qui fait que le gardien de but va s'affaisser, parce qu'il pense que Sparwasser va tirer. Et donc il s'affaisse, et le but s'ouvre. Et Sparwasser a le but grand ouvert devant lui. Et il va mettre une frappe sublime sous la lucarne que Sepp Maier ne peut plus attraper. Je vous dis ça, ça paraît complètement bizarre de raconter un but comme ça. Mais se mettre à la place de ce gamin, avec tout ce qu'il sait depuis des semaines et des mois qui précèdent ce match, hein, mettre ce but-là, c'est insensé. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'une fois qu'il a mis ce but, il court et il fait une galipette ridicule d'enfant. Il a beaucoup dit « je m'en suis voulu à mourir », parce qu'il est un peu grotesque. Il a revu les images 53 fois par jour. Hein, et il dit « je m'en suis voulu parce que cette pirouette, elle est ridicule ». Mais elle n'est pas ridicule. C'est celle d'un enfant qui, tout d'un coup, a encore 6 ans en 54. Il sait qu'il vient de faire un truc extraordinaire. Et d'autant plus extraordinaire que pour comprendre le contexte, par exemple, à l'époque, donc en janvier 1974, le chancelier allemand s'appelle Willy Brandt. Un grand chancelier allemand du SED, donc, qui est, du SPD, pardon, qui est donc, on va dire, le Parti socialiste ouest-allemand. C'est la première fois que la gauche est au pouvoir seule depuis Weimar. Hein, c'est-à-dire que quand Willy Brandt prend le pouvoir, il dit « ça y est, Hitler a enfin perdu ». Donc c'est un moment important pour l'Allemagne. Donc il prend le pouvoir en 70-71. Il était dans une coalition avant, mais pour la première fois en 71, Willy Brandt est au pouvoir, seul. La gauche va donc gouverner l'Allemagne seule. Et puis il décide très vite de mettre en place ce qu'on appelle l'Ostpolitik, donc la politique de l'Est, qui est la main tendue vers Erich Honecker, vers la RDA. Donc il va reconnaître le pays, il va reconnaître la RDA comme un pays officiel, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent, et il y a même un traité fondamental qui est signé en 1972 entre les deux pays. Donc il y a un rapprochement. Erich Honecker fait un voyage officiel en RFA, donc c'est quand même pas rien. Et donc là, on est en 72, 73, 74. Il se trouve qu'en janvier, le tirage au sort a lieu, et en avril, il y a un immense scandale européen et mondial. C'est que le directeur de cabinet de Willy Brandt s'appelle Gunther Guillaume, et c'est un espion de la RDA. C'est-à-dire que son DIRCAB, comme on dit aujourd'hui, est un espion infiltré de la RDA. Ce qui est un choc énorme pour l'Allemagne de l'Ouest. Les conservateurs s'en donnent à cœur joie. Vous voyez, ce Willy Brandt que tout le monde adore, en fait, c'est un traître. C'est un crypto-communiste. À l'Est, on imagine comment on se réjouit de ça. Les Américains sont en panique, parce que à quoi a eu accès Gunther Guillaume, hein, voilà. Et ce qui va conduire Willy Brandt à démissionner. C'est-à-dire que Willy Brandt sort de sa carrière politique sur l'affaire Gunther Guillaume. On est en avril, vous voyez. On est en avril. On est au firmament de la tension entre les deux Allemagnes. Avec cette affaire-là, c'était alors qu'on était parti pour se réconcilier, enfin, en tout cas pour se reconnaître. Et donc ce Sparwasser, 2 mois après, il se retrouve sur un terrain de football, quand même, avec ce coup de génie. C'est pas rien, c'est pas juste un but de football. C'est que faut imaginer, et vous pourrez le voir sur YouTube si vous voulez, ce but, on peut le revoir parce qu'il est évidemment c'est un but mondial. Dans le stade, tout d'un coup, il y a 2500 supporters est-allemands et je crois 50 000 ouest-allemands. Tout d'un coup, c'est un cimetière. C'est-à-dire que ce but qui rentre, c'est la désillusion. Parce que, alors, on pense qu'on va réussir à marquer parce que l'Allemagne de l'Ouest est toujours très belliqueuse, elle revient toujours au score, elle est très forte. Mais Georg Büchner a réussi son coup, donc on referme la frontière. Et donc il dit à tout le monde repasse derrière. Et on tient le bloc comme on tient le bloc de l'Est.
et ils ne vont jamais réussir à marquer. Et au moment où le coup de sifflet final est sifflé, quand l'arbitre siffle, c'est pour ces joueurs-là, pour ces 11 joueurs est-allemands, ils ont gagné contre les futurs champions du monde quand même. Hein. Les images, elles sont folles. Elles sont folles. On imagine Honecker dans son bureau, au Palais de la République, à Berlin-Est, attendre un coup de fil de Brejnev. Parce que quand même, encore une fois, je rappelle, le symbole est gigantesque. C'est-à-dire que les footballeurs ouvriers, amateurs, ont battu une équipe extraordinaire. Donc le système qu'ils avaient mis en place a triomphé sur le football bourgeois, on va dire, que Honecker considérait comme bourgeois. Et c'est vrai qu'avec cette bande dessinée, vous nous replongez véritablement dans cette époque. Alors on parcourt 30 ans d'histoire, voire 50 ans, pour les dernières scènes, en 140 pages haletantes. Et vous nous rappelez à quel point le communisme a été important, et on l'oublie aujourd'hui. Vous nous rappelez ces deux conceptions du monde. Et aujourd'hui, on regarde tout ça en surplomb. Mais en fait, à l'époque, on ne savait pas laquelle allait s'imposer. Oui. Voilà. Alors, comment ça s'est passé justement pour à la fois parcourir toute cette époque, pour revenir à ce que les frères Werner vivaient à ce moment-là, et peut-être en collaboration avec Sébastien Goethals, pour construire tout ça avec à la fois des personnages fictifs inspirés du réel et des personnages ayant réellement existé. Alors, en fait, ce qui était important pour nous, c'est que avec Sébastien Goethals, quand on a commencer à construire l'ensemble du récit, c'est qu'il y a beaucoup d'antagonisme dans cet album. Il y a les deux frères, donc, qui vont être dans une forme d'antagonisme, les deux Allemagnes, les joueurs, Breitner et Beckenbauer, qui s'opposent, mais qui sont aussi les deux Allemagnes en RFA. Donc beaucoup d'antagonisme. Mais il y a aussi le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et donc en fait, on a considéré qu'on allait raconter les antagonismes, y compris jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, nous, à l'Ouest, il faut quand même se rappeler que le mur de Berlin y structurait l'Europe, à la fois géographiquement et culturellement. On s'en souvient tous, on était de l'Est ou de l'Ouest. On appartenait à un camp. D'ailleurs, c'est marrant parce que même dans la culture, ça infusait. Il y avait des pièces de théâtre, des films qui prenaient parti dans ce conflit. Et en fait, on a pu penser qu'avec la chute du mur, on allait effectivement construire un horizon commun. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a un repli national, même culturel. Il n'y a pas de production véritablement européenne de culture. Donc on s'est un peu replié sur soi. Mais quand même, ce qui est important, c'est qu'on a le sentiment, parce qu'on nous l'a fait croire, ou parce qu'on l'a vu comme ça, que nous avons gagné, que le bloc de l'Ouest a gagné, que le modèle de la démocratie libérale a gagné. Or, c'est plus compliqué que ça. C'est comme les deux frères Werner, c'est comme les deux Allemagnes. Ce qu'on a essayé de faire passer dans cet album aussi, c'est qu'est-ce que c'est que la RDA au départ ? La RDA au départ, c'est construire une Allemagne antifasciste. Vous savez que le mur de Berlin, il l'appelait le mur antifasciste. C'est un projet de société où on va se mettre au service des travailleurs, des ouvriers, des paysans, etc. C'est devenu une dictature, certes. Mais au départ, le projet est très beau. Les deux frères, qui sont juifs orphelins, sont attirés par ce que propose Gronau et la Stasi. Le projet est sublime. Et d'ailleurs, la RDA est aussi un pays de la protection, y compris dans les années 70. On protège, on surveille, on enferme, hein, c'est aussi une dictature, mais aussi on protège. Le chômage est interdit. Vous savez, un alcoolique, par exemple, c'est très important, l'exemple de l'alcoolique. Nicolas Offenstadt, qui est un grand historien français, il a beaucoup travaillé sur la RDA. Il a pris des exemples assez précis pour essayer de comprendre ce qu'était la RDA. Un alcoolique en RDA, sous Honecker, on s'en occupe. On ne le laisse pas seul. C'est-à-dire que, par exemple, dans une entreprise, un chauffeur-livreur qui est alcoolique, il est en danger. Il picole, il conduit, il est en danger. Donc on le sort de là et on va le mettre sur un autre poste moins dangereux. On va essayer de l'accompagner, on prend soin de lui, on essaie de le protéger. Aujourd'hui, on a tous vécu dans nos métiers divers et variés, à l'Ouest, y compris récemment, des gens qui ont des problèmes avec l'alcool dans le boulot. Tout le monde s'en fout. Mais depuis 40 ans. C'est un problème personnel, c'est un problème intime, ça le concerne lui. La société ne s'occupe pas de ça. La RDA s'en occupait, s'en préoccupait. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand le mur est tombé, on a considéré qu'on avait gagné.
il y a eu ce qui s'est passé en Allemagne, ce qu'on appelle la colonisation. Hein, Helmut Kohl, la colonisation. Et en disant, tout votre pays, c'était de la merde. De la grosse merde, votre pays. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pays de l'ex-bloc soviétique ont le sentiment que nous, à l'Ouest, on n'a pas du tout pris en compte cette souffrance. Et qu'on a décidé que c'était notre modèle qui était le bon. Reparlons de football, 2 minutes. Il y avait l'Oberliga, qui était le championnat est-allemand de football, qui était un bon championnat de football. Notamment, en mai 1974, le FC Magdebourg a gagné une Coupe d'Europe contre l'Inter Milan, 2-0. C'était une réussite. Il y avait des très bons clubs à l'Est. Et puis à l'Ouest, il y a la Bundesliga, hein, qui est donc le championnat ouest-allemand. Aujourd'hui, ça s'appelle encore la Bundesliga. Et il n'y a plus un seul club de l'ex-RDA. Il y a le Leipzig, mais que le Red Bull Leipzig, donc il y a un club racheté par la marque Red Bull, il n'y a plus un seul club de l'ex-RDA en Bundesliga. Mettez-vous à la place de gens qui ont mon âge, 45 ans, qui, enfants, adolescents, ont supporté les clubs d'ex-RDA. Un supporter du FC Magdebourg, il a vu son club gagner une Coupe d'Europe. Bon, aujourd'hui, ils sont en division 2, en division 3, en division 4. Ça paraît anodin, mais la frustration est grande. Elle est immense. Je ne parle que de football. On pourrait décliner ça sur beaucoup de choses de la société. Pourquoi je dis ça? Parce que le fossé est en train de se creuser entre l'Est et l'Ouest à nouveau. Mais pour de mauvaises raisons à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un repli identitaire à l'Est, on le sait, y compris en ex-Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que clairement aujourd'hui, l'AfD, qui est donc le nouveau parti néo-nazi, ses plus hauts scores se font beaucoup en ex-Allemagne de l'Est. Pour plusieurs raisons, hein, bien sûr. Mais il y a cette raison-là de l'humiliation. Et je pense qu'une partie de la réconciliation qu'on évoquait tout à l'heure viendrait peut-être du fait qu'on devrait, nous, essayer de comprendre pourquoi cette frustration est grande à l'Est. Pourquoi il y a une forme d'humiliation. Pourquoi il y a une forme de morgue de notre part depuis le départ, depuis la chute du mur de Berlin. Je pense que c'est vraiment important d'essayer de comprendre ça. Parce que vous savez, en plus, on est un petit peu naïf, parce que eux, à l'Est, ils ont un discours anti-européen qui est très rodé. Avec, on désigne les ennemis, et ça fonctionne très très bien. La Pologne, la Hongrie, la Roumanie, on pourrait tous les faire, y compris l'Autriche, hein, qui n'est pas vraiment ex-bloc de l'Est, mais quand même. Ça fonctionne très bien, ils ont un récit anti-européen qui est très rodé. Nous, en face, on n'a pas de récit à opposer à ça. On n'a pas de récit européen. On manque d'un contre-récit avec un imaginaire européen. Et on ne s'en rend pas vraiment compte. Sauf, enfin, on s'en rend pas compte, mais en face, ça fonctionne très très bien. Et plus ça va, plus ça avance vers nous. Voilà. Et je dis ça parce que, vous savez, la dernière grande réalisation européenne, c'est la monnaie unique. Alors j'étais en Allemagne il y a 1 an pour Marcel Grob, pendant une tournée allemande, et j'ai fait pas mal de lycées, les lycées en Allemagne. Le matin, je faisais des lycées, puis le soir, je faisais des rencontres comme ça en librairie. Et donc j'avais mis au point un petit jeu avec les gamins qui étaient au lycée. Je sortais tous les billets de banque européens, qu'on connaît tous, de 5 € à 500 €. Et j'étais sur la table avec ça, et je leur disais, alors, je suis sûr que vous connaissez chaque couleur de billet. Hein, le gris-bleu, c'est le 5 €, le rouge, c'est le 10 €, le bleu, c'est le 20 €, le orange, c'est le 50 €. Couleur, argent. Qu'est-ce qu'il y a sur les billets? Il y a quoi sur les billets? Donc je demandais aux gamins, qu'est-ce qu'il y a sur le billet de 50 €? Il y a quoi sur le billet de 50 €? Un pont, monsieur? Ouais, un pont. Mais quel pont? Ah, je sais pas. C'est un pont. Et 20 €, bah, il y a un autre pont. Ouais, mais c'est quel pont? Je sais pas. Je vous dis ça parce que on avait l'occasion, par exemple, à travers cette monnaie, de créer un imaginaire européen. Pourquoi est-ce que sur ces billets, il n'y a pas des grandes figures européennes? Nous, quand on était gamins, sur les billets français, il y avait Pascal, Delacroix, on crée un imaginaire, vous voyez, à travers des choses du quotidien. Hein. Pourquoi il n'y a pas Beethoven, Picasso, Molière, Shakespeare? On a un imaginaire européen qui est très fort. Et on a des héros récents, y compris. Là, je parle de grands noms européens. Mais c'est très important, en réalité. Parce qu'on n'a pas su créer ça. Hein, on a été un peu fanfaron. On l'a gagné. Comme le match de foot. On a gagné. On n'a rien gagné du tout. Hein. C'est qu'on n'a pas réussi à créer la suite.
Vous savez, à la fin de Easy Rider, Dennis Hopper dit à Peter Fonda, ça y est, on est arrivé. Regarde, on est pété de thunes, on a tout gagné, on est les rois du monde. Et Peter Fonda lui répond, no man, we blew it. On a tout foiré. Voilà. Et je trouve que c'est la désillusion. Peter Fonda, c'est la désillusion. Et en fait, je pense que moi, je suis aujourd'hui dans une sorte de désillusion. Et j'ai plutôt envie de dire, no man, we blew it. C'est qu'en fait, on a tout foiré, alors qu'on avait une opportunité incroyable de créer quelque chose. Mais parce qu'on a été un peu fanfaron. Et cet imaginaire européen, il est vraiment très important. Mais on pourrait décliner ça à l'infini. Par exemple, vous voyez, on n'arrête pas de dire les plateformes, Netflix, le confinement, on a tous regardé la télévision, puis Netflix, c'est plein de séries, machin. Pourquoi il n'y a pas des grandes séries sur Garibaldi, sur Simone Veil, sur Paul Breitner, des héros européens? Pourquoi on n'a pas une grande série sur Garibaldi, celui qui a unifié l'Italie? C'est nos cousins, les Italiens. Enfin, nous sommes frères, nous sommes cousins. C'est une histoire extraordinaire, Garibaldi. Pourquoi il n'y a pas une grande série politique avec des intrigues, une sorte de Game of Thrones de Garibaldi? Pourquoi on ne fait pas ça, alors que ce serait un carton, j'en suis sûr. On aurait une manière de raconter Garibaldi. Bon, et bien ça fait partie aussi, enfin, modestement, je veux dire très modestement, nous on s'est dit on est français, on va s'intéresser à un récit allemand, parce que Grob nous amenait déjà en Allemagne, et l'Allemagne est centrale dans l'histoire de l'Europe. La France et l'Allemagne, c'est une histoire très ancienne et très, très forte. Et donc on s'est dit qu'on allait, nous, Français, s'intéresser à une histoire allemande, mais qui nous parlait à tous. Et modestement, très modestement, essayer de créer une sorte de petit imaginaire européen, petit à petit, tout doucement. Vous voyez, c'est quand même plus possible encore qu'aujourd'hui, à la télévision française, allemande, italienne, il y a la météo et ça s'arrête aux frontières. C'est quand même pas possible ce truc. C'est-à-dire que, mais c'est vrai, ça paraît débile, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on est dans un continent. Qu'est-ce que c'est que pourquoi est-ce que oui, il y a la France, quoi. Alors, moi, je suis pas pour comment dire. Nous sommes français aussi. Il y a une souveraineté nationale, etc. Mais tout ça, je comprends ça. Et l'album parle de ça aussi d'ailleurs. Mais malgré tout, c'est quand même incroyable que en 2020, les météos à la télévision soient frontalières, quoi. On se dit, c'est quand même, ce serait rien de mettre une carte avec l'Europe, voir quel temps il fait à Rome, à Berlin ou à Londres. C'est comme ça, c'est des choses dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, il y a une sorte de repli national sur soi et qui, à mon avis, est assez inquiétant. Voilà, inquiétant. Et l'exergue du livre, c'est l'Europe, c'est la réconciliation. Vous savez, on a réussi à se réconcilier quand même. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'en 1945, les relations franco-allemandes, bon, on n'en donne pas cher. Nous avons réussi ça. Ils ont réussi ça. Nos parents, nos grands-parents, ils ont réussi à nous réconcilier. Nous avons ça en héritage. C'est une prouesse extraordinaire. Évidemment qu'il y a des aveuglements, des insuffisances de l'Europe, mais ça ne peut pas disqualifier le ressort qu'il a fait naître, pour moi. Alors la doctrine de paix, elle ne suffit pas. C'est la paix en Europe, ça on entend ça. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des insuffisances qui sont trop grandes. Mais je voulais dire autre chose d'important, ça va me revenir. Oui, vous savez, par exemple, la réconciliation, il y a une histoire que j'adore, que je trouve très très belle, c'est que Alfred Nakache, vous ne savez pas qui c'est sans doute, mais c'est un grand nageur français d'origine juive du Maghreb, qui va devenir champion du monde, champion de France pardon, pendant la fin des années 30, et puis il va être, bon, je ne vais pas raconter toute son histoire, mais en fait il va être déporté à Auschwitz avec sa petite fille et sa femme. Et quand il arrive sur la rampe à Birkenau, il y a un officier SS qui est un grand nageur, lui aussi. Et il reconnaît Nakache. Il dit « Du bist ein Schwimmer ». Tu es un nageur. Et Nakache dit « Oui, je m'appelle Alfred Nakache, je sais qui tu es. Donc tu vas aller de ce côté-là de la rampe. Je vais te sortir du crématoire. » Or, la petite fille et la femme de Nakache vont être amenées au four crématoire. Nakache ne le saura que bien plus tard. Il a toujours l'espoir que sa petite fille et sa femme ne soient pas mortes à Auschwitz. Et Nakache va donc survivre. On va l'appeler le nageur d'Auschwitz parce que tous les dimanches après-midi, dans le bassin anti-incendie, dans le dos des SS, il fait nager ses camarades, comme une sorte de récréation. C'est un type extraordinaire, Nakache. Et vous allez voir ce que c'est que la réconciliation. C'est que Nakache sort d'Auschwitz, il pèse 48 kilos, il va être aux Jeux Olympiques de Londres en 48, on imagine la prouesse du type, pour sa fille et pour sa femme. Et il va apprendre que bien plus tard, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours l'espoir que, vous savez, à ce moment-là, on ne sait rien de ce qui est advenu des uns et des autres. Donc on a l'espoir de les voir revenir. Et puis il va finir par apprendre dans les années 50 qu'elles sont mortes au four crématoire. Et
il va donc continuer sa vie. Et à la fin des années 60, il est près de Toulouse. C'est là où il s'est installé dans sa nouvelle vie. Un couple d'Allemands, de jeunes Allemands, qui ont, je crois, 25 ans à l'époque à peu près, donc après-guerre, est en tourisme dans la région de Toulouse. Et il tombe en panne d'essence, au milieu de nulle part, tout près de là où vit Alfred Nakache. Et donc des gens voient ce couple-là perdu avec la voiture qui est en panne d'essence, et on dit, mais Nakache, il a de l'essence. Il a des jerrycans d'essence. Donc on va chercher Nakache. Nakache arrive, il voit que c'est des Allemands. Un jeune couple d'Allemands. Et Nakache a un geste extraordinaire. Il leur dit, je vous donne l'essence. Et il remonte son bras pour montrer le numéro de tatouage d'Auschwitz-Birkenau. Et il leur dit, je vous donne l'essence. Mais n'oubliez pas d'où je viens. Vous n'êtes pas responsable, vous avez 25 ans, vous êtes né après la Seconde Guerre mondiale, mais je veux me réconcilier. Ça paraît une histoire un peu, comment dire, romanesque, c'est réel, et quelle beauté humaine. C'est-à-dire que nous avons été capables de ça. Alfred Nakache dégage une humanité qui est écrasante, mais tant mieux qu'elle soit écrasante. Tout d'un coup, il dit, vous n'êtes pas responsable, nous allons nous réconcilier, je vous donne mon jerrycan d'essence. Mais je vous montre quand même mon tatouage. Nous avons réussi à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune Allemand qui veut les casser la gueule à des Français. Vous voyez, enfin, on n'est pas là-dedans, enfin, pas dans la majorité des populations. Nous avons réussi ça. Alors, peut-être qu'on peut s'appuyer là-dessus. Vous savez, on est au milieu du fleuve, en fait, à la merci des courants, des vents violents. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on revient sur la rive précédente, ou est-ce qu'on essaye de traverser le fleuve ? Moi, j'ai plutôt envie d'essayer de traverser le fleuve et être moins fanfaron, peut-être, je ne sais pas. Et c'est ce que vous proposez avec ces deux bandes dessinées. Vous l'avez dit, en exergue de celle-ci, il est écrit « L'Europe, c'est la réconciliation ». La précédente était dédiée aux jeunesses d'Europe. Cette bande dessinée, elle vient de paraître en France, elle est publiée simultanément en Allemagne. J'en suis hyper fier. Hyper fier parce qu'on s'est beaucoup battu, parce que, en général, vous savez, un livre sort en France et puis le contrat est signé avec les éditeurs étrangers quelques mois après. Et puis après, il y a bien 1 an de traduction. Bon, il se trouve que le livre arrive sur un marché italien, espagnol ou allemand 1 an et demi après. Et je me suis battu pour que ce livre sorte en même temps. Donc on a anticipé, on a beaucoup travaillé avec ils ont très très bien travaillé en Allemagne, ils ont été très rapides. Du coup, on est sortis nous la semaine dernière, ils sortent la semaine prochaine, parce que pour des raisons de calendrier des uns et des autres, mais on sort ensemble. En fait, c'est un livre franco-allemand qui aura donc sa version allemande qui existe, j'ai entre les mains, moi, chez moi. Et j'en suis très heureux parce que voilà, tout d'un coup, c'est une manière de dire qu'on est capable d'écrire des histoires les uns pour les autres, et que ce livre-là, comme une série sur Garibaldi, pourrait croiser un grand public européen. Voilà, donc ce livre-là, j'en suis très heureux qu'il soit allemand dès le 18 septembre. Voilà, donc ça me fait très plaisir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre venue, pour toutes ces explications, pour cette invitation à continuer à traverser le courant. J'espère en tout cas. Voilà.